Les pleurs résonnaient dans les couloirs vides du manoir comme un cri de désespoir. Isadora laissa tomber le seau d'eau sur le sol en marbre et courut, le cœur battant la chamade. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Toute la maison semblait avoir été abandonnée, et ce bébé pleurait depuis trop longtemps. Ses mains tremblaient lorsqu'elle poussa la porte de la chambre d'enfant. La scène la fit figer. Le petit Miguel était seul dans son berceau, le visage rouge à force de pleurer, la couche trempée, les lèvres sèches. Où était la nourrice? Où était quelqu'un? Isadora ne réfléchit pas à deux fois. Elle prit le bébé dans ses bras avec l'expérience de celle qui a élevé 3 frères et sœurs plus jeunes, le berça doucement, murmurant des mots doux tandis qu'il se calmait contre sa poitrine. Le silence qui suivit fut brisé par des pas précipités. Raphaël Oliveira entra dans la chambre comme un ouragan, les yeux écarquillés de panique. Lorsqu'il vit la femme de ménage tenant son fils, il s'arrêta. Il observa la scène pendant de longues secondes. Le bébé dormait paisiblement dans ses bras, pour la première fois depuis des semaines. Sa voix sortit rauque, chargée d'une douleur qu'Isadora ne pouvait pas déchiffrer. « Tu as réussi à le calmer. » Ce n'était pas une question. C'était presque une lamentation. Raphaël s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser ce moment fragile. Isadora tendit le bébé vers lui, mais l'homme d'affaires recula. « Je ne sais pas faire ça, » admit-il, passant la main dans ses cheveux en désordre. « Depuis que ma femme est morte en accouchant, je ne peux même pas le regarder correctement. » Isadora sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait ce genre de douleur. Sa mère aussi était partie trop tôt, laissant 4 enfants derrière elle. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle a assumé le rôle de mère, de père et de pourvoyeuse. Travailler comme femme de ménage dans ce manoir n'était qu'un des 3 emplois qu'elle occupait pour s'assurer que ses frères et sœurs aient de la nourriture sur la table et puissent étudier. Elle comprenait le poids de porter des responsabilités trop lourdes pour ses propres épaules. « Je peux aider », offrit-elle, la voix ferme malgré la fatigue qui pesait dans ses os. Raphaël leva les yeux vers elle, et pour la première fois, il la vit vraiment. Pas comme la femme invisible qui nettoyait sa maison, mais comme quelqu'un qui pourrait sauver ce qui restait de sa famille brisée. « La nourrice est renvoyée, » dit-il soudain. « Elle a laissé mon fils seul pour répondre au téléphone. Tu pourrais t'occuper de lui? Juste jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de confiance. » Isadora aurait dû dire non. Elle avait déjà trop de travail, trop de responsabilités. Mais lorsqu'elle regarda ce bébé sans défense, elle vit ses propres frères et sœurs. Elle se souvint de toutes les nuits passées éveillée à s'assurer qu'il soit en sécurité, nourri, aimé. Comment pourrait-elle abandonner un autre enfant qui avait besoin d'elle? « Je reste, » répondit-elle, sachant que cette décision changerait tout. Les jours suivants passèrent dans une routine étrange. Isadora arrivait à l'aube, s'occupait de Miguel, nettoyait la maison, préparait les biberons, changeait les couches, berçait le bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Raphaël observait tout de loin, un fantôme dans son propre manoir. Peu à peu, cependant, quelque chose commença à changer. Il passa plus de temps dans la chambre de son fils, posait des questions sur les soins, tenait Miguel quelques minutes avant de le rendre à Isadora avec les mains tremblantes. Un après-midi, alors qu'Isadora berçait le bébé en chantant une vieille chanson que sa mère avait l'habitude de chanter, Raphaël apparut à la porte. « Tu as une famille » demanda-t-il. Isadora hocha la tête. « 3 frères et sœurs. Je m'occupe d'eux seul. » Il fronça les sourcils. « Et qui s'occupe de toi » La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Je me débrouille » répondit-elle, essayant de paraître plus forte qu'elle ne se sentait. Cependant, la tranquillité ne dura pas. Une semaine plus tard, Raphaël rentra à la maison avec une femme à ses côtés. Carla était grande, élégante, avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas les yeux. « Voici la nouvelle nourrice » annonça Raphaël. Elle a été fortement recommandée par une amie proche de la famille. Isadora ressentit une étrange tension dans l'estomac, mais ne dit rien. Ce n'était pas son rôle de remettre en question les décisions de son patron. Carla prit en charge Miguel, et Isadora retourna à ses fonctions de femme de ménage. Mais quelque chose n'allait pas. Le bébé pleurait davantage. Carla passait des heures au téléphone, négligeant l'enfant. Isadora tenta d'exprimer ses préoccupations à Raphaël, mais il était trop occupé, voyageant constamment pour le travail. « Carla a d'excellentes références, » dit-il, d'un ton évasif. « Tu dois être trop fatiguée, Isadora. Peut-être vois-tu des problèmes là où il n'y en a pas. » Ces mots firent plus mal qu'ils n'auraient dû. Isadora connaissait sa place dans ce monde. Elle était la femme de ménage pauvre, la femme noire qui nettoyait les sols en marbre. Son avis n'avait pas d'importance, pas quand il venait de quelqu'un comme Carla, recommandé par des personnes influentes. Mais lorsqu'il s'agissait de la sécurité d'un enfant, Isadora ne pouvait pas simplement ignorer ses instincts.
Elle avait protégé ses frères et sœurs de tant de dangers. Elle n'allait pas s'arrêter maintenant. La nuit suivante, Isadora décida de rester cachée après la fin de son service. Quelque chose dans son cœur criait que Miguel était en danger. Et quand on grandit en protégeant ceux qu'on aime, on apprend à faire confiance à ses cris. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Isadora se cacha dans le placard à fournitures du 2e étage, la porte entr'ouverte juste ce qu'il fallait pour voir le couloir. Son corps souffrait de ses 3 emplois, mais elle resta immobile, aux aguets. Les heures s'étiraient. Minuit passa. 1h du matin. Elle faillit renoncer lorsqu'elle entendit des pas prudents monter l'escalier. Carla apparut dans le couloir, mais elle n'était pas seule. Une femme blonde et élégante l'accompagnait, quelqu'un qu'Isadora n'avait jamais vu auparavant. « Tu es sûr qu'il est parti ?» chuchota l'inconnu, la voix chargée d'anxiété et de quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux. Carla acquiesça en regardant son portable. Son vol a décollé il y a 2 heures. Il ne revient pas avant demain après-midi. Nous avons assez de temps. Les deux entrèrent dans la chambre de Miguel. Isadora sentit son sang se glacer dans ses veines. Chaque instinct en elle criait au danger, mais elle devait comprendre ce qui se passait avant d'agir. Par l'entrebâillement de la porte, elle vit Carla prendre le bébé endormi avec une familiarité perturbante, comme si elle avait répété ce geste. La femme blonde sortit une grande sacoche et en retira une couverture. « Béatrice, tu es sûre de toi ?» demanda Carla, hésitante pour la première fois. « Il est trop tard pour faire marche arrière. Après que nous aurons remis l'enfant à ce couple à la frontière, tu recevras l'argent promis. » Béatrice. Le nom résonna dans l'esprit d'Isadora. Elle avait entendu Raphaël prononcer ce nom une fois, lors d'une conversation téléphonique tendue. C'était son ex-fiancée, la femme qu'il avait quittée quand il avait découvert la grossesse de son épouse. Isadora n'aurait jamais imaginé revoir ce nom ainsi, comme l'architecte d'un plan si cruel. Béatrice prit Miguel des bras de Carla, les yeux rivés sur le bébé avec une intensité qui rendait l'air plus lourd. « Cet enfant aurait dû être à moi, » dit Béatrice, la voix froide comme la glace. « J'étais parfaite pour Raphaël. Belle, bien connectée, de la même classe sociale. Mais il m'a remplacée par cette femme ordinaire juste parce qu'elle était enceinte. Maintenant elle est morte, et il refuse toujours de revenir vers moi. » Elle serra le bébé plus fort que nécessaire. « Si je ne peux pas avoir Raphaël, personne ne le pourra. Sans l'enfant, il sera si détruit qu'il me suppliera de revenir. » La froideur de ses paroles trancha Isadora comme une lame. Cette femme ne cherchait pas à kidnapper Miguel pour de l'argent. C'était de la pure vengeance, un plan ourdi pour détruire Raphaël à travers l'innocence d'un enfant. Béatrice continua de parler, révélant chaque détail sordide. Comment elle avait placé Carla dans la vie de Raphaël, utilisant ses connexions sociales pour que la recommandation paraisse légitime. Comment elle avait payé Carla pour négliger le bébé, préparant le terrain pour que Raphaël devienne suffisamment désespéré. Quand l'enfant disparaîtra, Raphaël s'effondrera, expliqua Béatrice avec un sourire inhumain. Et je serai là, offrant du réconfort, la seule personne en qui il pourra avoir confiance. Finalement, il oubliera tout et reviendra là où il a toujours appartenu. À mes côtés. Carla enveloppa Miguel dans la couverture, se préparant à sortir. Le bébé se mit à pleurer, effrayé par le mouvement brusque. Isadora ne pouvait plus attendre. Elle sortit de sa cachette, le cœur battant si fort qu'il semblait prêt à exploser. « Remettez ce bébé dans le berceau », ordonna-t-elle, la voix ferme malgré la peur qui parcourait ses veines. Béatrice et Carla se retournèrent vivement, les yeux écarquillés de surprise. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Béatrice éclata de rire, un son aigu et désagréable. « La petite femme de ménage », railla-t-elle. « Tu crois que quelqu'un va te croire contre moi ?»« Je n'ai pas besoin qu'on me croie, » répondit Isadora en avançant d'un pas, « il me suffit d'empêcher que vous blessiez cet enfant. » Béatrice remit Miguel à Carla et s'approcha d'Isadora d'un pas calculé. « Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, n'est-ce pas? Les gens comme moi gagnent toujours. Les gens comme toi perdent toujours. J'ai de l'argent, des avocats, des relations. Toi, tu as quoi? 3 emplois et un compte en banque vide ?» Les mots étaient choisis pour blesser, et ils blessèrent. Mais Isadora avait survécu à des choses pires que le venin d'une riche. Elle avait survécu à la faim, au racisme, à la mort de sa mère. Elle avait transformé la douleur en force pour protéger ses frères et sœurs. Et elle ferait de même pour Miguel. « J'ai du courage, » dit-elle simplement. Quelque chose que l'argent n'achète pas. Béatrice s'élança, tentant d'écarter Isadora. La lutte fut brève mais brutale. Isadora, habituée au travail physique harassant,
agrippa le bras de Béatrice avec force. Carla, prise de panique, tenta de s'enfuir avec le bébé, mais Isadora hurla de toutes ses forces. Le cri résonna dans le manoir, assez fort pour réveiller les voisins. Des lumières se mirent à s'allumer dans les maisons alentour. Carla se figea, réalisant que le plan s'effondrait. Béatrice tenta d'inventer une excuse, mais Isadora ne lui en laissa pas l'occasion. Elle saisit son portable et appela la police, gardant les yeux fixés sur les deux femmes. « Je dois signaler une tentative d'enlèvement », dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Béatrice ria encore, mais cette fois le son était empreint de nervosité. « Tu vas le regretter. Je te détruirai. » Lorsque la police arriva 15 minutes plus tard, elle trouva une scène singulière. Une femme de ménage noire tenant un bébé, le protégeant de deux femmes qui semblaient complètement hors de propos dans ce décor de crime. Les policiers regardèrent d'Isadora à Béatrice, visiblement confus quant à qui croire. Béatrice prit immédiatement le contrôle du récit, sa voix douce et convaincante, expliquant qu'il y avait eu un terrible malentendu. « Officier, grâce à Dieu vous êtes arrivé, » dit Béatrice, les larmes aux yeux semblant sincères. « Cette femme a pénétré dans la maison de mon ami et a tenté d'enlever son bébé. Je suis venu rendre visite et je l'ai surprise sur le fait. » Sa prestation était impeccable. La voix tremblante, les mains délicates couvrant le visage, tout le comportement d'une victime effrayée. Carla resta silencieuse, les yeux fixés sur le sol, visiblement trop terrifiée pour contredire sa patronne. Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux s'approcha d'Isadora, la main posée sur le menottage accroché à sa ceinture. « Madame, je dois que vous remettiez l'enfant et veniez avec nous au commissariat. » Isadora serra Miguel contre sa poitrine, le bébé dormant enfin paisiblement après tout ce chaos. « Je travaille ici, » expliqua-t-elle en essayant de rester calme. « Je suis la femme de ménage. C'est elle qui a essayé d'emmener le bébé. Je l'ai empêché. » Le policier le plus âgé soupira, visiblement fatigué. « Nous avons deux versions différentes. Avez-vous des preuves que vous travaillez ici ?» Isadora sentit le monde s'effondrer. Elle était payée à la journée, en espèces. Pas de contrat formel, pas de badge, aucun document prouvant son lien avec cette maison. Raphaël gérait tout de manière informelle, comme beaucoup d'employeurs le font avec le personnel domestique. À cet instant, cette informalité devint sa condamnation. « Je n'ai pas de documents », admit-elle, la voix brisée. Mais le propriétaire de la maison peut confirmer. Raphaël Oliveira. Il est en voyage, mais vous pouvez l'appeler. Le policier prit le téléphone, mais c'est Béatrice qui donna le numéro, agissant comme la personne la plus proche de Raphaël. Pendant l'appel, elle murmura à l'autre policier, désignant discrètement Isadora. « Elle a des antécédents ? Vous devriez vérifier. Ces gens ont toujours un passé. » L'insinuation venimeuse ne passa pas inaperçue. Isadora sentit la colère brûler dans sa poitrine, mais avala ses mots. Elle savait que toute explosion émotionnelle serait utilisée contre elle. Raphaël décrocha après plusieurs sonneries, la voix confuse par le sommeil et le décalage horaire. Le policier expliqua la situation, et Isadora entendit Raphaël confirmer qu'elle travaillait bien pour lui. « Isadora ne ferait jamais une chose pareille, » dit-il, la voix pleine de conviction. « Si elle dit qu'elle a empêché un enlèvement, c'est exactement ce qui s'est passé. » Mais Béatrice s'était préparée. Elle s'approcha du téléphone, la voix mielleuse. « Raphaël, mon cher, je sais que tu as confiance en elle, mais je l'ai trouvée en train de sortir par la porte arrière avec Miguel. Je suis venu vérifier comment tu allais et, grâce à Dieu, je suis arrivé à temps. » Son mensonge était si fluide, si convaincant, que même Isadora faillit douter de sa propre mémoire. Le silence de l'autre côté de la ligne dura bien trop longtemps. « Béatrice. » La voix de Raphaël se fit tendue. « Que fais-tu chez moi ?» Une pause lourde de tension. « Je suis venu aider, Raphaël. Tu sais que je me suis toujours inquiété pour toi. » Les policiers semblèrent satisfaits de l'explication. Une femme de la haute société préoccupée pour un ami contre une femme de ménage sans papier. Le choix leur semblait évident. Isadora comprit qu'elle perdait cette bataille avant même de l'avoir commencée. C'est alors que Carla parla enfin. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle, si bas que presque personne n'entendit. Mais Isadora entendit. Elle vit la nourrice trembler, les yeux remplis de larmes de culpabilité. « Carla, tais-toi », siffla Béatrice, son masque de victime glissant une seconde. Cette seconde fut suffisante. Le policier le plus jeune remarqua le changement, la façon dont Béatrice s'était passée de l'effrayée à la menaçante en un clin d'œil. « Madame, vous avez dit quelque chose ?» demanda-t-il en s'approchant de Carla. La nourrice regarda Béatrice, puis Isadora tenant le bébé avec tant de soin, et quelque chose en elle se brisa. « Elle m'a payé, »
avoua-t-elle, les mots sortant dans un flot désespéré. Béatrice m'a payé pour obtenir le poste ici et négliger l'enfant. Le plan était d'emmener le bébé ce soir. Je ne voulais pas, mais elle a menacé ma famille. Elle a dit avoir des contacts dangereux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Béatrice tenta de rire, de faire passer cela pour absurde. Elle est clairement sous le choc. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais le masque était désormais complètement tombé. Les policiers virent la vérité se lire sur son visage, la façon dont ses yeux cherchaient une sortie, comme un animal acculé. Vous allez croire une simple nourrice contre moi? Vous savez qui je suis? Mon père est ami avec le maire. Et là, elle était. La vraie Béatrice. Pas la victime pleurnicharde, mais la femme qui se croyait au-dessus des lois, au-dessus des conséquences. Les policiers la menottèrent tandis qu'elle hurlait au sujet de procès, d'avocats et de relations puissantes. Carla fut également arrêtée, mais son traitement fut différent. Elle avait avoué, coopéré. Béatrice luttait encore contre la réalité, incapable d'accepter que son plan parfait ait été détruit par quelqu'un qu'elle considérait insignifiant. Isadora remit Miguel à une assistante sociale venue s'occuper temporairement du bébé jusqu'au retour de Raphaël. Ce fut la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Ses bras semblaient vides sans le poids réconfortant de l'enfant. Au commissariat, elle passa des heures à répéter sa version des faits, répondant aux questions, signant des déclarations. Quand elle fut enfin libérée, le soleil se levait déjà à l'horizon. Raphaël arriva au commissariat à midi, ayant pris le premier vol de retour. Ses yeux étaient rouges, le visage marqué par une nuit blanche. Il vit Isadora assise sur le banc de l'accueil, épuisée, et quelque chose se brisa en lui. « Tu as sauvé mon fils », dit-il, la voix rauque. « Tu as tout risqué pour protéger Miguel. » Isadora acquiesça simplement, trop fatiguée pour parler. Mais la bataille ne faisait que commencer. Béatrice fut libérée sous caution le lendemain. Son avocat, un homme chauve en costume à 3 000 $, travaillait déjà à discréditer le témoignage de Carla. Une nourrice instable essayant d'échapper à ses propres accusations, déclara-t-il aux journalistes entourant le tribunal. Ma cliente est victime d'une tentative d'extorsion orchestrée par une domestique opportuniste. Les nouvelles commencèrent à circuler. D'abord sur des sites sensationnalistes, puis dans des médias plus importants. Femme de ménage accuse socialité de tentative d'enlèvement. Les titres contenaient toujours un doute implicite, comme si la parole d'Isadora devait être remise en question alors que Béatrice méritait la présomption d'innocence. Isadora vit sa photo partagée en ligne, accompagnée de commentaires cruels sur son apparence, sa classe sociale, sa race. Le jugement public avait commencé, et elle était déjà condamnée. Les semaines suivantes furent un cauchemar éveillé. Isadora perdit 2 de ses 3 emplois. Les employeurs ne dirent pas explicitement pourquoi, mais elle savait. Personne ne voulait embaucher la femme de la télévision, celle qui avait accusé une personne importante. Ses frères commencèrent à subir du harcèlement à l'école. Des enfants cruels répétant des insultes entendues chez leurs parents. La facture d'électricité était en retard. Le réfrigérateur, presque vide. Béatrice continuait sa vie normalement, apparaissant à des événements sociaux avec des sourires radieux, donnant des interviews larmoyantes sur la façon dont elle était persécutée par quelqu'un qui voulait extorquer son ami Raphaël. Elle avait complètement transformé le récit. Elle n'était plus la méchante essayant d'enlever un bébé, mais la victime d'une conspiration élaborée par une domestique envieuse. Les gens croyaient parce qu'ils voulaient croire. Il était plus facile d'imaginer une femme de ménage désespérée qu'une socialité cruelle. Raphaël tenta d'aider. Il offrit de l'argent, des avocats, du soutien. Mais Isadora refusa. Accepter de l'aide serait admettre qu'elle avait besoin d'être sauvée, qu'elle ne pouvait pas se battre seule. Elle avait survécu à des choses pires avec sa dignité intacte. Elle ne commencerait pas à se courber maintenant. « J'ai juste besoin de la vérité », lui dit-elle. Une vraie justice, pas de la charité. Raphaël comprit. Il y avait quelque chose dans la force de cette femme qui le faisait vouloir être meilleur, se battre davantage. C'est alors qu'il engagea un détective privé. Il n'en parla pas à Isadora, sachant qu'elle protesterait. Le détective était discret, expérimenté, habitué à traiter avec des personnes puissantes qui se croyaient au-dessus des conséquences. Pendant 3 semaines, il suivit Béatrice, examina son passé, parla à des personnes qui la connaissaient. Ce qu'il découvrit fut choquant, même pour quelqu'un qui avait tout vu. Béatrice avait un passé. Pas de crimes violents, mais de manipulation systématique. Elle avait détruit la carrière d'une collègue qui avait obtenu une promotion qu'elle convoitait. Elle avait répandu des rumeurs dévastatrices sur une amie qui avait commencé à sortir avec un homme pour qui Béatrice avait des sentiments. Un schéma clair se dégageait.
Lorsque Béatrice n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle détruisait ceux qui se trouvaient sur son chemin. Le détective trouva encore plus. Des relevés de virements bancaires vers Carla, des emails détaillant le plan de l'enlèvement, des conversations sur des applications de messagerie où Béatrice discutait ouvertement de la manière dont elle utiliserait la disparition de Miguel pour reconquérir Raphaël. Elle avait été prudente, mais pas assez. L'arrogance est toujours le talon d'Achille des puissants. Ils croient tellement en leur invincibilité qu'ils commettent des erreurs impensables. Raphaël apporta tout cela au procureur en charge de l'affaire. L'homme, initialement sceptique, feuilleta les preuves, les yeux de plus en plus écarquillés. « Cela change tout », murmura-t-il. « Avec ces preuves, nous pouvons non seulement poursuivre pour tentative d'enlèvement, mais aussi pour conspiration, obstruction à la justice et diffamation. » Pour la première fois depuis des semaines, Raphaël ressentit un véritable espoir. Le nouveau procès fut rapidement fixé. Cette fois, Béatrice n'arriva pas au tribunal avec son sourire confiant. Elle savait que quelque chose avait changé. Son avocat tenta de retarder, d'invoquer des irrégularités, de contester l'origine des preuves. Mais le juge, une femme d'âge moyen aux yeux ayant déjà vu de nombreuses injustices, ne céda pas à ces tactiques. « Les preuves sont légitimes et seront présentées », déclara-t-elle fermement. Lorsque le procureur commença à présenter les virements bancaires, les emails, les messages, l'expression de Béatrice changea. De la confiance au choc, du choc à la panique, de la panique à la fureur incontrôlée. « C'est monté de toutes pièces », cria-t-elle, perdant complètement son sang-froid. « Raphaël a fait ça parce qu'il ne peut pas accepter que je ne le veuille plus. » Le mensonge était si absurde que même son propre avocat ferma les yeux, vaincu. Le jury délibéra seulement 2 heures. Coupable. Coupable de tentative d'enlèvement. Coupable de conspiration. Coupable d'obstruction à la justice en tentant de détruire la réputation d'Isadora par des mensonges dans les médias. Le verdict fut lu 3 jours plus tard, 23 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. Le marteau du juge résonna dans la salle comme un tonnerre final. Béatrice fut emmenée menottée, criant contre l'injustice, contre les conspirations, affirmant que les gens comme elle ne devraient pas être traités ainsi. Jusqu'au dernier moment, elle ne comprenait pas que les actions ont des conséquences, même pour les privilégiés. Isadora assista à tout depuis la galerie, Raphaël à ses côtés. Elle ne ressentit pas de joie, seulement une profonde fatigue. La justice n'effaçait pas les dégâts, n'effaçait pas les semaines d'humiliation et de souffrance. Mais c'était un nouveau départ. Les médias qui l'avaient condamné publièrent désormais des rectifications. Justice rendue, socialité condamnée pour tentative d'enlèvement. Certains présentèrent même des excuses formelles à Isadora, reconnaissant qu'ils avaient contribué à détruire sa réputation sans vérifier correctement les faits. Elle accepta les excuses, mais n'oublia pas à quelle vitesse tout le monde avait cru à la pire version d'elle-même. Raphaël l'attendait devant le tribunal. Depuis des semaines, il gardait quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui grandissait à chaque fois qu'il voyait la force d'Isadora, sa dignité inébranlable face à la tempête. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » dit-elle, les yeux brillants. « Je devais, » répondit-il, la voix ferme. « Pas seulement pour la justice, mais parce que tu mérites que quelqu'un se batte pour toi comme tu te bats pour les autres. » À ce moment-là, quelque chose changea entre eux. Ce ne fut pas soudain ni dramatique. Ce fut silencieux, inévitable, comme la marée qui atteint enfin le sable après son long voyage. Isadora était entrée dans ce manoir comme une femme de ménage invisible. Maintenant, elle se tenait devant un homme qui la voyait complètement. Et pour la première fois depuis des années, depuis qu'elle avait porté le poids du monde seule, Isadora permit à quelqu'un de partager ce fardeau. 6 mois plus tard, la vie s'était transformée d'une manière qu'Isadora n'aurait jamais cru possible. Raphaël n'avait pas seulement rétabli publiquement son nom, mais avait utilisé son influence pour s'assurer qu'elle n'aurait plus jamais besoin de travailler 3 emplois pour survivre. Il lui proposa un poste officiel pour s'occuper de Miguel, avec un salaire décent, des avantages sociaux, tout enregistré légalement. Pour la première fois de sa vie adulte, Isadora avait une sécurité financière. Mais ce qui avait vraiment changé, ce n'était pas l'argent. C'était la façon dont Raphaël la regardait lorsqu'elle entrait dans la pièce. Comment il sollicitait son avis sur des décisions importantes de l'entreprise, reconnaissant que l'intelligence n'avait rien à voir avec des diplômes accrochés au mur. Comment il s'asseyait par terre avec elle et Miguel, les 3 formant une étrange famille que personne n'avait planifiée, mais qui fonctionnait parfaitement. Les frères d'Isadora avaient déménagé dans une meilleure maison, dans le même quartier où ils avaient toujours vécu. Elle tenait à ce détail. Elle ne voulait pas arracher les racines qui les reliaient à la mémoire de leur mère, au lieu qu'ils avaient toujours appelé « maison ». Raphaël comprit, et plus encore, il admira. « Tu n'oublies pas d'où tu viens », dit-il un soir,
tandis qu'il regardait Miguel faire ses premiers pas vacillants. C'est rare dans n'importe quelle classe sociale. Isadora sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Quand on vient de là d'où je viens, oublier est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Chaque réussite porte le poids de ceux qui sont restés derrière. Elle pensait aux autres femmes encore en train de travailler 3 emplois, aux mères célibataires luttant contre un système conçu pour les rendre invisibles. Sa victoire n'était qu'une parmi des millions de batailles encore à mener. Les médias finirent par découvrir l'histoire de leur romance. Les titres furent prévisibles, un homme d'affaires millionnaire épouse son ex-femme de ménage. Toujours ex-femme de ménage, comme si c'était son titre permanent, son identité immuable. Isadora apprit à ignorer. Elle savait qui elle était, et cela suffisait. Raphaël non plus ne se souciait pas des commentaires, des regards lors des événements sociaux, des murmures lorsqu'ils apparaissaient ensemble. Il y eut de la résistance, bien sûr. La famille de Raphaël protesta initialement. « Tu peux faire mieux », dit sa mère, sans cacher son mépris. « Elle n'appartient pas à notre monde. » Raphaël regarda sa mère avec une clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu as raison. Elle n'appartient pas à ton monde. Elle appartient à un monde où le caractère compte plus que le nom de famille. Et je préfère ce monde. » La relation entre eux grandit lentement, construite sur une base solide de respect mutuel et d'expérience partagée. Raphaël n'a jamais tenté de la sauver ou de la changer. Il l'aimait simplement telle qu'elle était, forte, déterminée, fière de ses racines. Isadora, pour sa part, aida Raphaël à se reconnecter avec Miguel, à laisser partir la culpabilité qu'il portait pour la mort de son épouse, à comprendre que retomber amoureux ne trahissait pas les souvenirs anciens. Miguel grandit en appelant Isadora « maman ». Non parce que quelqu'un l'avait forcé ou planifié, mais parce que c'était naturel. Elle était celle qui le consolait lors des cauchemars, celle qui célébrait chaque petite réussite, celle qui veillait des nuits entières quand il était malade. La maternité n'est pas une question de sang. C'est la présence. C'est le choix. C'est l'amour démontré par 1000 petits gestes quotidiens que personne ne voit, mais qui construisent le socle d'une vie entière. Le mariage eut lieu lors d'une cérémonie simple, avec seulement la famille proche et de vrais amis. Isadora portait une robe blanche modeste, sans l'extravagance que les magazines de société attendaient. Ses frères étaient au premier rang, les larmes de fierté coulant sur leurs visages. Ils comprenaient ce que ce moment représentait, pas un salut, mais une reconnaissance. Le monde voyait enfin ce qu'ils avaient toujours su sur la sœur qui les avait tous élevés avec un courage féroce et un amour inconditionnel. Pendant les vœux, Raphaël prit les mains d'Isadora et dit quelque chose qui résonnerait toute sa vie. « Tu m'as appris que la force ne se mesure pas à l'argent que l'on possède ni aux portes qui s'ouvrent à notre nom. La force, c'est se relever chaque jour quand tout semble impossible et choisir de continuer. Tu l'as fait seul pendant des années. Maintenant, si tu me le permets, je veux être à tes côtés pour toutes les batailles à venir. » Isadora pleura, mais pas de tristesse. C'était du soulagement, de la gratitude, la compréhension profonde que, enfin, quelqu'un voyait le poids qu'elle avait porté et ne tentait pas de le minimiser ou de faire semblant qu'il n'existait pas. Raphaël le respectait et promettait de le partager. C'était l'amour dans sa forme la plus pure. Béatrice était toujours en prison, purgant sa peine dans un établissement d'État où les privilèges de classe comptaient beaucoup moins. Isadora ne pensait pas beaucoup à elle. La vengeance n'a jamais été son moteur. Elle s'est battue parce que c'était juste, parce qu'un enfant innocent avait besoin de protection. Ce qui arriva à Béatrice fut la conséquence naturelle de ses mauvais choix, pas une victoire d'Isadora. La véritable victoire se trouvait dans les moments silencieux. Miguel riant au petit déjeuner. Les frères d'Isadora obtenant leur diplôme avec mention. Raphaël la prenant dans ses bras après une longue journée, murmurant qu'il ne savait pas comment il avait vécu avant elle. Voilà les vraies réussites, les trésors que l'argent ne pourra jamais acheter. Quand les gens demandaient à Isadora quel était le secret de sa force, elle donnait toujours la même réponse. Il n'y a pas de secret. Il y a seulement le choix. Chaque jour, tu choisis d'abandonner ou de continuer. J'ai choisi de continuer, non pas parce que j'étais forte, mais parce que les gens que j'aimais en dépendaient. La force est venue après, construite brique par brique à chaque fois que j'ai continué, même quand je voulais arrêter. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante. L'héroïsme n'est pas fait de grands gestes dramatiques ou de destins extraordinaires. C'est des gens ordinaires qui font ce qui est juste quand il serait plus facile de ne rien faire. C'est protéger les plus faibles quand personne ne regarde. C'est maintenir sa dignité même quand le monde entier tente de vous l'arracher. Isadora était une héroïne non pas parce qu'elle avait vaincu une riche méchante, mais parce qu'elle n'avait jamais cessé de choisir l'amour plutôt que l'amertume, le courage plutôt que la résignation, l'espoir plutôt que le désespoir. Et à la fin, ce choix quotidien fit toute la différence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre,
Abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres histoires célébrant la force des gens ordinaires, accomplissant des choses extraordinaires.